Un père célibataire héberge une mère avec 3 enfants et découvre une récompense de 12 millions de dollars. Avant de commencer, créons une vague de positivité. Écrivez un mot qui décrit comment vous vous sentez aujourd'hui. Le bruit strident du réveil a transpercé l'obscurité texane à 4h30 précise, comme chaque matin depuis 4 ans. La main cailleuse de Marc Delacroix a tâtonné sur la table de chevet de fortune, une caisse en bois qu'il avait récupérée sur un chantier et a éteint le bruit avant qu'il ne réveille son fils. Dans le silence étouffant de leur caravane exiguë, Marc resta immobile pendant un moment, fixant le plafond taché d'humidité qui semblait peser sur son corps de 35 ans, comme le poids de toutes les factures impayées éparpillées sur la table de la cuisine. Le silence était total, pas le moindre ronronnement du frigo. Il avait été saisi 3 mois plus tôt, pas le moindre murmure lointain de la télé. Le câble avait été coupé bien avant ça. Même son vieux smartphone était à plat dans un tiroir. Une autre victime d'une vie vécue au jour le jour dans la ville, oubliée de Pine Ridge, au Texas. 8000 âmes vivaient ici. Marc se demandait souvent si « âme » était le mot juste. La plupart des gens ici semblaient avoir troqué leur esprit contre la survie depuis longtemps, tout comme lui. Il sortit du lit, ses bottes de travail frappant le linoléum froid avec un bruit sourd. À travers les murs minces, il pouvait entendre Lucas, 7 ans, respirer régulièrement dans le salon où son fils dormait sur leur seul canapé. Le petit corps du garçon était emmitouflé dans toutes les couvertures qu'il possédait. Le système de chauffage de la caravane avait rendu l'âme l'hiver dernier, une autre réparation qu'il ne pouvait pas se permettre. Dans la faible lumière qui filtrait à travers leur seule fenêtre en bon état, Marc compta les billets froissés qu'il cachait dans une vieille boîte à café. 47 $. 47 $ les séparaient de la misère totale. Ses mains, marquées et abîmées par des années de boulot dans le bâtiment, tremblaient légèrement, tandis qu'il repliait l'argent dans la boîte. « Papa », la voix endormie de Lucas, lui parvint du salon. « On va voir maman aujourd'hui ». La voix de sa femme, Claire, lui répondit d'une voix faible. « Claire, où es-tu » La voix de sa femme, Claire, lui répondit d'une voix faible. Marc sentit sa poitrine se serrer. La tombe de Claire était à 100 km de là, à Avignon, où elle travaillait ce jour terrible, 4 ans auparavant, lorsque l'échafaudage s'était effondré. 100 km, cela aurait tout aussi bien pu être 100 000. Il n'avait pas assez d'argent pour l'essence pour faire le trajet, et cela faisait des mois que c'était le cas. « Pas aujourd'hui, mon grand », Marc répondit doucement, la voix plus que fatiguée par le réveil. « Bientôt, promis. » Mais en regardant les 47 $, Marc se demanda si ce n'était qu'une autre promesse qu'il ne pourrait jamais tenir. Le chantier bourdonnait de la symphonie familière des machines lourdes et des cris. Le contremaître Marc enfila son casque et attrapa sa ceinture à outils. L'immense complexe industriel qui s'élevait de la terre texane allait abriter le centre de données d'une entreprise technologique, un autre bâtiment sans âme pour un monde qui avait oublié des endroits comme Pine Ridge existait. Son chef, Big Jim Hartley, l'avait de nouveau affecté à l'équipe chargée des fondations. Les doubles quarts de travail étaient devenus la bouée de sauvetage de Marc, même si son corps de 35 ans criait au secours. Chaque fibre musculaire de son dos et de ses épaules racontait l'histoire d'un homme qui portait un poids bien trop lourd depuis bien trop longtemps. À midi, le soleil tapait fort sans pitié au-dessus de la tête de Marc, qui déballait son maigre déjeuner, un sandwich au beurre de cacahuètes et de l'eau chaude provenant d'une bouteille en plastique qu'il avait remplie au robinet du chantier. Les autres ouvriers se rassemblaient autour de leur camion, riant devant des vidéos sur leur téléphone.
Mais Marc était assis seul sur une pile de bois, trop épuisé pour faire semblant de participer à leur conversation sur leurs projets pour le week-end et les barbecues d'été en famille. La vieille radio, posée sur une boîte à outils à proximité, grésillait avant de capter KPNE, la seule station de radio de Pine. La voix de George Strait emplissait l'air, chantant des jours meilleurs qui semblaient être des contes de fées pour Marc. Son téléphone, le numéro d'urgence de l'UIT, entreprise de construction qu'il était obligé d'avoir sur lui, sonna de façon stridente. Le numéro de l'école s'afficha sur l'écran fissuré. Monsieur Delacroix, ici, Nancy de l'école primaire, Pine Ridge. Lucas a 38,5 de galets de fièvre et il demande à vous voir. Tu peux venir le chercher. Le cœur de Marc s'est serré. Manquer ne serait-ce qu'une demi-journée signifiait perdre 37 $ qu'il ne pouvait pas se permettre. Mais Lucas avait besoin de lui. « Je ne peux pas partir maintenant », dit Marc, se détestant à chaque mot. « Tu peux appeler Madame Patterson. Elle y habite à côté. Dis-lui que je lui donnerai 30 $ pour le ramener. 30 $ qu'il n'avait pas. 30 $ qui seraient partis en essence, en course, tout ce qu'ils avaient. Bien sûr, Monsieur Delacroix prendrait bien soin de lui jusqu'à son arrivée. » Marc raccrocha et fixa la radio où un DJ joyeux annonçait la météo. Un ciel ensoleillé et aucune accalmie en vue. Aucune mention du monde extérieur, aucune nouvelle nationale, rien au-delà des frontières de leur petit comté. Dans ce coin du Texas, l'univers se résumait au prix du bétail, au football américain, au lycée, et à la lutte éternelle pour joindre les deux bouts. Ce soir-là, Marc fit chauffer de l'eau sur leur réchaud de camping, leur seul moyen de cuisiner depuis que le gaz avait été coupé, et prépara des nouilles instantanées pour le dîner. Lucas, toujours fiévreux, mais essayant d'être courageux, se blottit sur le canapé, vêtu de la vieille veste de travail de Marc, pour se réchauffer. « Papa, quand est-ce que le chauffage va remarche ?» demanda Lucas, sa petite voix résonnant dans la caravane. « Bientôt, mon grand, très bientôt. » Une autre promesse fondée sur l'espoir plutôt que sur la réalité. La pluie martelait la camionnette cabossée de Marc comme des balles contre de la tôle, tandis qu'il roulait sur les routes sinueuses qui menaient à la maison. Après 14 heures épuisantes sur le chantier, ses épaules étaient douloureuses et il était tellement fatigué qu'aucun repos ne pouvait le soulager. Les essuie-glaces de la camionnette, maintenus par du ruban isolant, grinçaient pour protester contre la pluie torrentielle. La route 287 s'étendait à l'infini devant lui. Une bande d'asphalte fissurée traversait des kilomètres de campagne texane déserte. Ce chemin qui le ramenait chez lui le faisait passer devant des fermes abandonnées et des derricks rouillés, monuments d'une époque meilleure que Pine Ridge ne reverrait jamais. La radio avait renoncé à trouver un signal 20 mètres plus tôt, ne laissant entendre que le martèlement de la pluie et le ronronnement laborieux du moteur vieillissant de son camion. Marc plissa les yeux à travers la tempête, ses phares pénétrant à peine le mur d'eau qui tombait du ciel noir. Le service météo avait émis des alertes d'inondation pour 3 comtés et il pouvait déjà voir l'eau s'accumuler dans les zones basses à côté de la route. C'était le genre de tempête qui coupe l'électricité et laisse les gens bloqués pendant des jours. Alors qu'il négociait un virage familier, quelque chose attira son attention à travers le rideau de pluie. À station-service, abandonnée de Murphy, une relique fermée depuis 5 ans, un SUV sombre était immobile sur le parking fissuré. Le premier réflexe de Marc fut de continuer à rouler. D'après son expérience, les véhicules garés dans des endroits isolés après minuit étaient généralement synonymes d'ennui, dans lesquels il ne pouvait pas se permettre de s'impliquer. Mais il l'entendit malgré le rugissement de la tempête et le claquement des vitres de son camion. Ce son le transperça
jusqu'au plus profond de son âme. C'était un enfant qui pleurait, pas les cris brefs d'une crise de colère, mais les sanglots désespérés et épuisés de quelqu'un qui avait vraiment peur. Le pied de Mark se posa sur la pédale de frein avant que son esprit n'ait eu le temps de prendre cette décision. Le souvenir de la voix de Claire résonnait dans sa tête. Elle disait que qu'ignorer la douleur de quelqu'un d'autre, c'était comme ignorer son propre reflet. Il avait appris cette leçon à ses dépens 4 ans plus tôt, lorsque ses voisins lui avaient proposé leur aide après la mort de Claire, et que leur gentillesse avait été la seule chose qui l'avait maintenu, lui et Lucas, à flot. Il se gara sur le parking de la station-service abandonnée, ses phares éclairant le SUV noir. Il avait l'air cher, avec ses vitres teintées et ses plaques d'immatriculation d'un autre état, trop boueuses pour être lues clairement. Le véhicule semblait être isolé comme une île dans la tempête, et les pleurs continuaient. Il pouvait maintenant entendre plusieurs voix d'enfants se mêler au vent. Ce tronçon d'autoroute était connu pour sa mauvaise couverture réseau. La tour la plus proche était à 25 km, et par un temps pareil, même les appels d'urgence passaient rarement. Quoi qu'il se passe ici, ces gens étaient aussi isolés que s'ils avaient disparu de la surface de la Terre. Mark attrapa la lampe torche dans la boîte à gants, une lampe lourde et fiable qu'il avait depuis ses débuts dans le bâtiment. Et en file, la pluie le trempa immédiatement dès qu'il sortit du camion, mais il continua d'avancer vers le SUV. Les pleurs s'intensifièrent à mesure qu'il s'approchait de la vitre arrière. À peine visible dans l'obscurité, il distingua de petites silhouettes blotties, les unes contre les autres. Quelqu'un était en danger, et dans cette tempête, sur cette route déserte, il était peut-être leur seul espoir pour les heures à venir. Mark leva son poing pour frapper à la vitre. Son cœur battait à tout rompre à l'idée que quoi qu'il trouve à l'intérieur, ce véhicule allait tout changer. En 30 secondes, sa vie de pauvreté prévisible était sur le point d'entrer en collision avec quelque chose de bien plus compliqué que des factures impayées et un réfrigérateur vide. Les pleurs des enfants dans la tempête étaient sur le point de révéler un secret qui valait plus d'argent que Pine Ridge n'avait jamais vu. Les jointures de Mark se crispèrent contre la vitre teintée du SUV, le son à peine audible au-dessus de la fureur de la tempête. Pendant un moment, rien ne se passa. Puis, lentement, la vitre s'abaissa juste un peu, révélant les yeux effrayés d'une femme qui le regardait à travers l'interstice. « S'il vous plaît », murmura une voix douce à l'intérieur. « On n'a rien fait de mal, madame. J'ai entendu des enfants pleurer. » Mark a crié pour couvrir le bruit du vent. « Vous avez besoin d'aide ?» La vitre s'est baissée d'un autre centimètre, et Mark pouvait mieux voir maintenant. La femme semblait avoir une trentaine d'années, les cheveux auburn collés au visage, et l'épuisement gravé sur chaque trait de son visage. Derrière elle, 3 petites silhouettes se blottissaient sur la banquette arrière, 2 garçons et une petite fille qui ne devaient pas avoir plus de 4 ans. Derrière elle, 3 petites silhouettes étaient blotties sur la banquette arrière, 2 garçons et une petite fille qui ne devaient pas avoir plus de 4 ans. « On est là depuis lundi », dit la femme, avec un accent cultivé qui semblait déplacé au milieu de nulle part. « Au Texas, notre voiture ne démarre plus, et mon téléphone. » Elle fit un geste d'impuissance. Lundi, l'esprit de Mark s'emballa. On était jeudi. Ces gens étaient bloqués depuis 3 jours dans ce parking abandonné. « Madame, vous devez sortir ces enfants de cette tempête, » dit Mark d'un ton ferme. « J'ai un camion. Je peux vous emmener dans un endroit sûr. » Les yeux de la femme allaient nerveusement de Mark à ses enfants. « Vous ne comprenez pas. On ne peut pas. Je ne peux impliquer personne d'autre. Ils nous recherchent. » « Qui vous recherche ?»
Des gens qui veulent faire du mal à mes enfants. Sa voix se brisa sous le coup de l'émotion. S'il vous plaît, si vous pouviez appeler quelqu'un, une dépanneuse, ou Marc secoua la tête. Il n'y a pas de réseau ici, surtout par ce temps. Écoute, je ne sais pas quel genre de problème tu as, mais ces bébés vont tomber malades assis dans une voiture froide. Mon fils est à la maison en ce moment. Il a le même âge que ton petit. Je ne le laisserai pas ici, et je ne vous abandonnerai pas non plus. L'aînée, une fille aux cheveux foncés, murmura quelque chose d'urgent à la femme. Marc en a saisi quelques bribes. 3 jours, maman. Et Élise va de plus en plus mal. La femme ferma les yeux, pesant le pour et le contre. Lorsqu'elle les rouvrit, Marc vit la détermination désespérée d'une mère qui n'avait plus aucun choix. Si je vous dis que je m'appelle Rebecca et que ce sont mes enfants, Léa, Noé et Élise, cela suffira-t-il? Tu peux nous aider sans poser de questions auxquelles je ne peux pas répondre? Marc scruta son visage à la faible lumière de sa lampe torche. Quelle que soit la raison pour laquelle cette Rebecca fuyait, elle était terrifiée. Mais la lueur protectrice dans ses yeux, lorsqu'elle regardait ses enfants, lui en disait long sur sa personnalité. Rebecca, je m'appelle Marc Delacroix. J'habite à environ 10 minutes d'ici, avec mon fils Lucas. Vous pouvez rester chez nous jusqu'à ce que la tempête passe et que vous décidiez de la suite. Je ne poserai aucune question. Rebecca finit par perdre son sang-froid. Des larmes se mêlèrent à l'eau de pluie sur ses joues, tandis qu'elle acquiesçait avec gratitude. « Merci », murmura-t-elle. « Vous n'avez pas idée de ce que ça représente pour nous. » Mais tandis que Marc aidait la famille à passer du SUV à son camion, il remarqua des détails qui allaient le hanter plus tard. L'alliance de Rebecca valait plus que son salaire annuel. Les vêtements des enfants étaient des marques de créateurs coûteuses, et cachés dans le sac à main de Rebecca se trouvait une liasse de billets plus épaisse que tout ce qu'il avait jamais vu. Quelle que soit la raison pour laquelle Rebecca fuyait, c'était suffisamment grave pour abandonner un SUV de luxe au milieu de nulle part. La porte moustiquaire de la caravane claqua derrière eux lorsque Marc fit entrer la famille en piteux état à l'intérieur. Rebecca se mit immédiatement à tousser, d'une toux profonde et humide qui résonna dans le petit espace. Sous la lumière crue des néons de la cuisine de Marc, elle semblait encore plus fragile que dans la tempête. « Lucas » appela Marc doucement en direction du salon. « On a des invités, mon grand. » Son fils de 7 ans apparut dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux encore endormis et vêtu du pyjama Batman trop grand que Claire lui avait acheté avant de mourir. Le regard de Lucas passa avec curiosité de la femme frissonnante aux 3 enfants serrés derrière elle. Voici Rebecca, et voici ses enfants, Léa, Noé et Élise, expliqua Marc gentiment. Ils vont rester avec nous pendant quelque temps. Sans hésiter, Lucas se dirigea droit vers Élise, la plus jeune du groupe, qui serrait dans ses bras un éléphant en peluche trempée. « Tu peux dormir dans ma chambre si tu veux », lui proposa-t-il, avec cette générosité naturelle propre aux enfants. « Et Noé pourra jouer avec mes camions. J'en ai tout un tas. » Léa, la fillette de 10 ans, aux yeux sombres et sérieux, s'agenouilla immédiatement à côté de ses jeunes frères et sœurs. « Dis merci à Lucas », dit-elle d'une voix qui avait beaucoup trop d'autorité pour son âge. Marc la regarda aider efficacement Noé à enlever sa veste mouillée et vérifier si Élise avait de la fièvre. Ses gestes trahissaient une enfant qui avait été obligée de grandir trop vite. « Je m'occupe toujours d'eux quand maman ne se sent pas bien », expliqua Léa à Marc, comme si elle lisait dans ses pensées. Le ton neutre qu'elle employa lui donna des frissons dans le dos, qui n'avaient rien à voir avec ses vêtements mouillés sous. Rebecca se plia en deux, prise d'une nouvelle quinte de toux, si violente qu'elle en avait le souffle coupé. Marc avait vu suffisamment d'ouvriers du bâtiment souffrant de problèmes respiratoires pour reconnaître les signes
d'une affection grave en train de se développer. « Il te faut des antibiotiques, dit-il fermement. Il y a une pharmacie en ville qui reste ouverte tard pour les urgences. »« Je ne peux pas, » protesta Rebecca, comme chaque semaine. « Si j'utilise ma carte d'assurance, il... »« Ne t'inquiète pas pour l'assurance, je le mettrai sur ma carte de crédit. » Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent de surprise. « Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne nous connaissez même pas. » Mais Mark avait déjà attrapé ses clés. 1 heure plus tard, il revenait de la pharmacie Hartley avec de la moxicilline et du Tylenol pour enfants, après avoir débité $180 sur une carte de crédit qui était déjà dangereusement proche de sa limite. Quand il tendit le sac contenant les médicaments à Rebecca, elle le regarda comme s'il lui avait offert des pierres précieuses. « Je dois te rembourser, » dit-elle en fouillant dans son sac à main et en sortant un bracelet en diamant qui scintillait comme des étoiles capturées. « Ça devrait largement suffire, » dit Mark en repoussant doucement sa main. « Garde tes bijoux, mais si tu veux nous aider, tu pourrais peut-être faire quelques courses demain. Les enfants doivent avoir faim et notre garde-manger est presque vide. » Pour la première fois depuis qu'il les avait trouvés, Rebecca sourit, un vrai sourire qui transforma tout son visage. « Bien sûr, c'est le moins que je puisse faire. » Alors que les enfants s'installaient pour la nuit, Mark ne put s'empêcher de remarquer les contrastes saisissants. La façon raffinée de parler de Rebecca, son habitude automatique de vérifier ses ongles manucurés, la qualité des vêtements des enfants, malgré leur état usé par le voyage. Tout dans cette famille criait l'argent et les privilèges. Et pourtant, les voilà, reconnaissant d'avoir un toit dans une caravane que la plupart des gens considéreraient comme un logement insalubre. Léa a abordé ses frères et sœurs dans des lits de fortune avec l'efficacité d'une mère expérimentée. Noé s'est recroquevillé sur le sol à côté du canapé de Lucas, serrant dans ses mains l'un des camions, jouet promis. Élise s'endormit dans le petit lit de Lucas, son éléphant en peluche, veillant sur elle. Pour la première fois depuis des semaines, la caravane était remplie de la respiration paisible d'enfants qui se sentaient en sécurité. Mais alors que Mark était allongé, éveillé, sur son lit de fortune dans la cuisine, écoutant la toux de Rebecca s'apaiser progressivement dans le salon, une question le taraudait. Qu'est-ce qui pouvait être si dangereux pour qu'une femme, avec des bracelets en diamant, préfère sa caravane délabrée à la vie qu'elle avait laissée derrière elle? Une semaine s'écoula dans une tranquillité inattendue. La toux de Rebecca avait complètement disparu et les enfants avaient pris des habitudes étonnamment naturelles. Léa aidait Lucas à faire ses devoirs, tandis que Noé construisait des convois de camions élaborés dans le petit salon de la caravane. Élise suivait Mark comme son ombre et parlait de tout et de rien avec l'insouciance d'une enfant de 4 ans. Rebecca avait tenu parole concernant les courses. Leur frigo, un vieux modèle que Mark avait acheté d'occasion 3 ans auparavant, était désormais rempli de légumes frais, de vrai lait et de viande, au lieu de la bolognaise et des nouilles instantanées dont il s'était nourri pendant des mois. Elle avait aussi discrètement payé la facture d'électricité qui menaçait d'être coupée, mais elle l'avait fait si discrètement que Mark ne s'en était aperçu que lorsque la compagnie d'électricité avait appelé pour confirmer le paiement. Mais la curiosité le rongeait. Le samedi matin, pendant que Rebecca et les enfants étaient au petit terrain de jeu derrière le parc de Caravane, Mark se rendit à la bibliothèque publique de Pine Ridge. Ce bâtiment en briques d'un étage était le seul lien de la ville avec le monde extérieur, offrant 12 ordinateurs avec accès gratuit à Internet aux résidents qui n'avaient pas les moyens de s'abonner à Internet. Madame Flores
la vieille bibliothécaire, à peine, leva les yeux de son roman d'amour. Mark s'inscrivit et choisit un ordinateur dans le coin, au fond, loin d'une poignée d'adolescents qui jouaient à des jeux vidéo et d'hommes au chômage qui consultaient les offres d'emploi. Ses doigts hésitèrent au-dessus du clavier. Que cherchait-il vraiment? La preuve que Rebecca mentait, la confirmation qu'elle était bien celle qu'elle prétendait être. Mark ne savait même pas quel nom rechercher. Elle ne lui avait donné que son prénom et ceux de ses enfants. Finalement, il tapa Rebecca Hamilton Morris, à Lyon enfant, disparu. L'écran explosa de résultats. Le premier titre de CNN le fit frissonner. Le FBI lance une chasse à l'homme à l'échelle nationale pour Hamilton Energy AIS. Le deuxième de Fox News. Une veuve milliardaire disparaît avec ses 3 enfants au milieu d'une bataille pour la garde familiale. Puis vint celui qui fit trembler ses mains. Une récompense de 12 millions de dollars était offerte pour le retour sain et sauf des petits-enfants Hamilton. La vision de Mark se brouilla lorsqu'il cliqua sur le premier article. Une photo professionnelle occupait tout l'écran. Rebecca, vêtue d'une élégante robe noire, souriait lors d'un gala de charité aux côtés d'un homme distingué plus âgé identifié comme son défunt mari, Thomas Hamilton Morrison. La femme sur la photo avait l'air raffinée et sûre d'elle, rien à voir avec la mère désespérée qu'il avait trouvée dans un SUV en panne. L'article dégageait une image qui a donné la nausée à Mark. Rebecca Hamilton Morrison, veuve de l'héritier de Hamilton Energy Corp, aurait subi une dépression nerveuse totale après la mort de son mari, il y a 18 mois. Selon des sources proches de la famille, elle a été devenue de plus en plus paranoïaque et instable, proférant des accusations folles au sujet de la corruption dans l'entreprise et de complots familiaux. La famille Hamilton avait demandé la garde d'urgence des 3 enfants, invoquant le comportement erratique de Rebecca et ses récentes tentatives de liquider les biens familiaux. Quand une évaluation psychiatrique ordonnée par le tribunal a été prévue, Rebecca avait disparu avec Léa, Noé et Élise, déclenchant une enquête du FBI pour enlèvement parental. Hamilton Energy Corp était décrite comme un empire pétrolier de 2,8 milliards de dollars, avec des participations dans 3 États. Les enfants disparus étaient les héritiers d'une des plus grandes fortunes privées d'Amérique, 12 millions de dollars. Le chiffre s'affichait dans la vision de Mark comme un panneau lumineux, 12 millions de dollars, plus que le budget annuel total de PIN. Les enfants disparus étaient les héritiers de l'une des plus grandes fortunes privées d'Amérique, 12 millions de dollars. Ce chiffre s'affichait, en gros caractères, dans le champ de vision de Mark, comme une enseigne lumineuse, 12 millions de dollars, plus que le budget annuel total de Pine Ridge, plus que ce que la plupart des gens voyaient en 10 vies, assez pour résoudre tous les problèmes qu'il avait jamais eus et tous ceux auxquels ses voisins avaient jamais été confrontés. Mark fixa l'écran jusqu'à ce que les lettres se mélangent. La femme qui dormait dans son salon n'était pas n'importe quelle mère désespérée. Elle était l'une des fugitives les plus recherchées d'Amérique, et les enfants qui jouaient avec son fils valaient plus d'argent que sa petite ville n'aurait jamais pu imaginer. Son téléphone vibra. C'était un SMS de Rebecca. « Je suis au parc avec les enfants. Je prépare le dîner. Merci. Merci pour tout. Tu nous as sauvé la vie. » Mark ferma la fenêtre du navigateur et s'assit dans le silence éclairé par les néons de la bibliothèque, l'esprit en ébullition. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa vie venait de changer pour toujours. La question n'était plus de savoir s'il pouvait se permettre d'aider Rebecca. La question était de savoir s'il pouvait se permettre de ne pas la dénoncer.
Mark rentra chez lui depuis la bibliothèque en quelques jours, les mains agrippées au volant si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Les rires joyeux des enfants flottaient depuis le terrain de jeu alors qu'il s'engageait dans le parc de Mobile Home, contrastant fortement avec la tempête qui faisait rage dans son esprit. 12 millions de dollars. Ce chiffre hantait chacun de ses battements de cœur. Il trouva Rebecca dans sa cuisine, en train de remuer quelque chose qui sentait incroyablement bon sur son réchaud de camping. Elle avait réussi à transformer leur maigre course en ce qui ressemblait à un vrai repas fait maison. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une simple queue de cheval et elle fredonnait doucement, l'image même du bonheur domestique. « Les enfants font la vaisselle », dit-elle sans se retourner. Léa apprend à Élise à bien mettre la table. Tu serais étonné de voir à quelle vitesse ils se sont adaptés à « je sais qui tu es ». La cuillère en bois tomba bruyamment sur le sol. Rebecca se raidit, mais ne se retourna pas immédiatement. Lorsqu'elle finit par lui faire face, toute trace de calme avait disparu de son visage. « Comment ?» murmura-t-elle. « À la bibliothèque, sur Internet, tu es partout dans les journaux nationaux. Rebecca Hamilton Morrison, 12 millions de dollars de récompense. FBI recherché. » La voix de Mark était neutre, sans émotion. « Ta famille dit que tu as kidnappé tes propres enfants lors d'une crise psychologique. » Le visage de Rebecca passa par une douzaine d'émotions en quelques secondes. Peur, résignation, calcul, désespéré. Finalement, elle s'affaissa sur l'une des chaises dépareillées de la cuisine, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. « C'est ce qu'ils diront », dit-elle doucement. « C'est l'histoire parfaite pour couvrir la vérité. » Couvrir quoi? Rebecca resta silencieuse si longtemps que Mark crut qu'elle ne répondrait pas. Dehors, les voix des enfants se rapprochaient à mesure qu'ils revenaient du terrain de jeu. Finalement, elle leva les yeux vers lui, le regard empreint d'une profonde douleur qu'il commençait seulement à comprendre. « Thomas n'est pas mort dans un accident, » dit-elle. « Il a été assassiné. » Ces mots frappèrent Mark comme un coup physique. « Quoi ?» Hamilton Energy n'est pas juste une compagnie pétrolière, Mark. C'est une organisation criminelle qui achète des politiciens et couvre des catastrophes environnementales depuis 30 ans. Thomas a découvert des preuves de pots de vin versés au Congrès, de rapports falsifiés de l'EPA, et pire encore, bien pire. Sa voix se réduisit à un murmure à peine audible. Ils éliminent depuis des décennies les gens qui se rapprochent trop de la vérité. Mark sentit le sol se dérober sous ses pieds. Thomas l'avait découvert. Il avait passé la dernière année de sa vie à rassembler des preuves, des enregistrements téléphoniques, des documents financiers, des témoignages de lanceurs d'alerte trop effrayés pour se manifester publiquement. Il avait suffisamment d'éléments pour faire tomber la moitié de Washington. Les mains de Rebecca tremblaient tandis qu'elle parlait. 3 jours avant qu'il ne soit censé rencontrer les procureurs fédéraux, sa voiture est tombée d'un pont pendant une tempête. Pas de traces de dérapage, pas de panne mécanique, juste un réformateur mort et un disque dur opportunément détruit. Bon sang, quand Thomas est mort, j'ai hérité de tout, y compris des preuves qu'il avait cachées. Les avocats de la famille étaient très intéressés par ces preuves, Mark, très intéressés à s'assurer qu'elles ne soient jamais rendues publiques. Le rire de Rebecca était amer et brisé. L'évaluation psychiatrique ne concernait pas ma santé mentale. Il s'agissait de prendre le contrôle de mes biens et de discréditer définitivement tout ce que je pourrais dire. Mark la fixait, son esprit luttant pour comprendre l'ampleur de ce qu'elle lui disait. L'agent Sarah Martinez, du FBI, est chargée de l'enquête sur notre affaire. Tu veux deviner qui a reçu des paiements mensuels de Hamilton Energy au cours des 5 dernières années? Les yeux de Rebecca
brillait d'une rage vertueuse. Thomas a essayé de contacter le FBI avant de mourir. 3 semaines plus tard, il était mort. Et l'agent Martinez s'est soudainement inquiété de la détérioration de mon état mental. La porte d'entrée s'est ouverte brusquement et 4 enfants ont fait irruption dans la pièce, les joues rougies par l'air frais du soir. Léa a immédiatement senti la tension dans la pièce, dit-elle. « Tout va bien, maman ?» demanda-t-elle, le visage jeune et innocent. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et 4 enfants se précipitèrent à l'intérieur, les joues rougies par l'air frais du soir. Léa sentit immédiatement la tension qui régnait dans la pièce. « Tout va bien, maman ?» demanda-t-elle, son jeune visage ridé par une inquiétude qu'aucun enfant de 10 ans ne devrait porter. « Tout va bien, ma chérie », répondit Rebecca, sa voix reprenant instantanément le ton doux d'une mère. « Pourquoi tu n'aides pas les garçons à se laver les mains pendant que je termine le dîner ?» Mais alors que les enfants se dispersaient, Rebecca attrapa le bras de Mark. « Les preuves sont toujours cachées », murmura-t-elle d'un ton pressant. « S'il m'arrive quelque chose, ces documents sont la seule chose qui sépare mes enfants d'une famille qui a déjà prouvé qu'elle était prête à tuer pour protéger ses secrets. » Pia, Mark la regarda dans les yeux et ne vit pas la fugitive désespérée des premières pages des journaux, mais une mère qui se battait pour la vie de ses enfants contre un ennemi disposant de ressources illimitées et dépourvu de toute conscience. Les 12 millions de dollars lui semblaient soudainement valoir 30 pièces d'argent. Pendant 48 heures, Marc Delacroix vécut un véritable enfer. Il continua à vivre sa vie normale, à travailler, à manger, à discuter avec Lucas, tandis que son esprit tournait en boucle sur le choix impossible qui s'offrait à lui. 12 millions de dollars, ce n'était pas juste de l'argent, c'était le salut de tous ceux qu'il avait connus. L'hôpital de Pine Ridge fermait le mois prochain. L'école primaire avait licencié 2 enseignants et supprimé le programme de musique. La moitié des commerces de Main Street étaient vides. Leurs propriétaires avaient été vaincus par une économie qui avait oublié l'existence des petites villes. 12 millions de dollars pouvaient tout sauver. Chaque fois qu'il regardait Babam Patterson se débattre avec sa liste de courses, compter les centimes pour acheter ses médicaments contre le diabète qu'elle ne pouvait pas se permettre, Marc sentait le poids de cet argent peser sur lui. Quand il passait devant la ferme des Henderson, une famille depuis 3 générations sur le point de tout perdre à cause d'une saisie immobilière, la récompense brillait dans son esprit comme une lueur d'espoir. Pendant ce temps, Rebecca se déplaçait dans sa caravane comme une femme qui se prépare à la guerre. Elle avait discrètement rangé les quelques affaires des enfants dans le sac à dos avec lequel ils étaient arrivés. Ses propres affaires tenaient dans un petit sac à main qu'elle ne quit jamais. Marc la surprit en train d'étudier les cartes routières qu'elle avait achetées à la station-service, traçant des itinéraires de fuite avec la précision méthodique de quelqu'un qui avait déjà fait ça auparavant. Les enfants sentaient que quelque chose n'allait pas. Léa, d'habitude si bavarde, était devenue silencieuse, remplacée par le silence hyper-vigilant d'un enfant qui avait appris à lire les humeurs des adultes pour survivre. Noé avait arrêté de jouer avec les camions de Lucas et s'était assis près de sa mère, observant Marc d'un regard méfiant. Élise se mettait à pleurer à tout bout de champ. Son instinct de petite fille de 4 ans percevait des tensions qu'elle ne comprenait pas. « Etivetush, on a fait quelque chose de mal », demanda Léa à Rebecca un soir, tandis que Marc faisait semblant de lire un manuel de construction à la table de la cuisine. « On va devoir repartir ?»« Non, ma chérie », répondit Rebecca, mais Marc perçut l'incertitude dans sa voix. « On veut juste être sûr d'être prêts à tout. » Lucas, innocent,
semblait ignorer les tensions sous-jacentes. Il s'était attaché à ses nouveaux camarades de jeu et ne comprenait pas pourquoi tout le monde semblait si triste. « Pourquoi Noé n'arrête pas de pleurer ?» demanda-t-il à Mark à l'heure du coucher. « J'ai fait quelque chose de méchant ?»« Non, mon grand. Les adultes sont juste inquiets à propos de certaines choses. Ce n'est pas ta faute, mais était la faute de Mark, n'est-ce pas? C'était lui qui hébergeait un fugitif. C'était lui qui pouvait mettre fin à tout ça d'un simple coup de fil. » La deuxième nuit, pendant que Rebecca et les enfants dormaient, Mark était assis dans son camion, son téléphone à clapet à la main. Le numéro de la ligne d'urgence du FBI s'affichait sur le petit écran. Il l'avait mémorisé grâce à un article de journal. Son pouce planait au-dessus du bouton d'appel. 12 millions de dollars, assez pour offrir un vrai avenir à Lucas, assez pour sauver toutes les familles de Pine Ridge, assez pour honorer la mémoire de Claire en utilisant l'argent de son assurance vie pour autre chose que survivre. Il avait failli le faire. Son pouce se dirigeait vers le bouton lorsqu'il entendit Élise pleurer doucement à travers les parois minces de la caravane, puis la voix de Noé qui essayait de réconforter sa petite sœur. « Ça va, Gracie. » Léa dit, « On est des enfants courageux. Maman nous protégera. » Mark regarda à travers son pare-brise la caravane endormie, où 4 enfants comptaient sur lui pour les protéger d'un monde qui voulait détruire leur famille pour l'argent et le pouvoir. Il pensa à l'agent Martinez, qui avait accepté l'argent sale d'Essay Hamilton, tout en faisant semblant de rechercher les enfants kidnappés. Il pensa à une famille suffisamment riche pour assassiner quiconque menaçait leur empire. Il repensa aux yeux de Rebecca quand elle avait dit « Ces documents sont la seule chose qui sépare mes enfants d'une famille qui a déjà prouvé qu'elle était prête à tuer pour protéger ses secrets. » Mark raccrocha et rentra à l'intérieur. Certains choix ne pouvaient pas se mesurer en dollars, peu importe le nombre de zéros. Mark était en train de fixer des barres d'armature sur le chantier quand il les remarqua. 2 silhouettes en costume sombre traversaient le terrain boueux avec la précision prudente de personnes qui n'avaient pas leur place dans un monde de casques et de bottes à embout d'acier. Tous les ouvriers s'arrêtèrent pour regarder le duo approcher, leurs badges fédéraux brillant sous le soleil brûlant du Texas. Mark Delacroix. La femme avait la quarantaine, les cheveux blonds courts et des yeux qui semblaient tout enregistrés. « Je suis l'agent Sarah Martinez, du FBI. Voici l'agent Kevin Ross. On peut te parler ?» Mark sentit son sang se glacer, mais il garda un visage impassible. « Bien sûr, de quoi s'agit-il ? » « On enquête sur la disparition de Rebecca Hamilton Morrison et de ses 3 enfants, » dit Martinez d'un ton soigneusement professionnel. « Nous avons des raisons de croire qu'ils sont peut-être passés par ici récemment. » L'agent Ross s'approcha, sa silhouette imposante projetant une ombre sur Mark, alors que Martinez était mesuré et poli. Ross dégageait une agressivité à peine contenue. Quelqu'un a utilisé une carte de crédit à la pharmacie Hartley la semaine dernière. La carte appartenait à un certain Mark Delacroix qui a acheté des antibiotiques généralement prescrits pour des infections respiratoires. « J'achète parfois des antibiotiques, » dit Mark d'un ton neutre. « Pour les travaux de construction, on tombe souvent malade avec ce temps. »« De l'hémoxicilline ?» demanda Martinez. « C'est un antibiotique assez spécifique pour quelqu'un qui n'a pas d'ordonnance. Le pharmacien me l'a recommandé. Le vieux Joe Hartley donne des médicaments aux ouvrières du bâtiment depuis 20 ans. » Ross ricana. « Vous voulez qu'on vous croie, agent Ross ?» Martinez l'interrompit avec douceur. « Monsieur Delacroix, je veux que vous sachiez que nous ne sommes pas ici pour causer des ennuis à quelqu'un qui essaye de faire ce qu'il faut. On s'inquiète pour la sécurité de 3 jeunes enfants
qui pourrait être en danger. Elle fouilla dans sa veste et en sortit une photo, le même portrait de famille et pris par un pro que Mark avait vu en ligne. Léa, Noé et Élise lui souriaient depuis le papier glacé, l'air parfaitement heureux et en sécurité. Ses enfants ont disparu depuis plus de 2 semaines, continua Martinez. Leur grand-mère est folle d'inquiétude. La famille m'a autorisé à offrir une récompense importante, 50 000 $, pour toute information permettant de les retrouver sains et saufs. 50 000 $. Ce n'était pas les 12 millions, mais c'était quand même plus d'argent que Mark n'avait jamais vu. Assez pour réparer la caravane, offrir des soins médicaux décents à Lucas, peut-être même mettre un peu de côté pour l'université. C'est généreux, dit Mark prudemment, mais je n'ai vu aucun enfant disparu. Ross s'avança à nouveau, baissant la voix, jusqu'à murmurer de façon menaçante. « Tu sais ce que tu risques pour avoir hébergé un fugitif Delacroix, la prison fédérale. 20 ans minimum. Ton fils aura grandi et sera parti quand tu sortiras. Agent Ross, dit Martinez d'un ton sec. Mais son partenaire continua. Vous pensez peut-être que vous aidez une pauvre mère, mais Rebecca Hamilton Morrison est gravement malade mentale. Elle profère des accusations paranoïaques à l'encontre de sa propre famille, menace des gens et agit de manière erratique. Ses enfants ne sont pas en sécurité avec elle. Tiens, Mark regarda les 2 agents, voyant exactement ce dont Rebecca l'avait averti. Martinez jouait le bon flic avec une sincérité acquise à force de pratique, tandis que Ross fournissait la force brute. Mais c'était Martinez qui lui faisait le plus peur. Sa performance était impeccable, sympathique, presque crédible. Presque. J'aimerais pouvoir vous aider, dit Mark. Mais comme je vous l'ai dit, je n'ai vu aucun enfant disparu. Martinez lui tendit sa carte de visite. Si ça change, appelez-moi immédiatement. N'importe l'heure, la vie de ses enfants en dépend peut-être. Alors que les agents s'éloignaient, Mark surprit Martinez murmurer quelque chose à Ross qui ressemblait à « Faites le tour du quartier, quelqu'un l'aide ». Ce soir-là, Mark rentra chez lui et constata que son électricité avait de nouveau été coupée. Le camion de la compagnie d'électricité s'éloignait alors qu'il se garait, et Madame Patterson attendait devant sa porte d'entrée, l'air inquiet. « Danny, ils sont passés il y a environ 1 heure, dit-elle, ajoutant que le comte était à nouveau en retard. À l'intérieur de la caravane sombre, Lucas s'était assis à la table de la cuisine, essayant de faire ses devoirs à la lumière d'une lampe de poche. Quand il leva les yeux vers Mark, le cœur de son père se brisa. La joue du garçon était enflée et il souffrait manifestement. « J'ai très mal aux dents, papa, » Lucas murmura. Mark s'agenouilla à côté de son fils et examina doucement la bosse. C'était clairement un abscesse qui nécessitait des soins dentaires immédiats, le genre d'urgence qui coûtait 800 $, une somme qu'il n'avait absolument pas. Madame Patterson apparut dans l'embrasure de la porte. « Danny, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ces agents du FBI qui te parlaient au travail. La famille qu'ils recherchent, si elle vaut vraiment toute cette récompense, dit-elle en marquant une pause, choisissant ses mots avec soin. Eh bien, une telle somme changerait la vie de tous les habitants de Pine Ridge, pas seulement la tienne. Mark fixa le visage déformé par la douleur de son fils et sentit le poids de toutes les factures impayées, de toutes les promesses non tenues. Chaque nuit, Lucas était allé se coucher, le ventre vide, et cela le pesait énormément. Quelque part dans l'obscurité, une petite fille nommée Élise allait probablement s'endormir en sécurité parce qu'il avait choisi de protéger sa famille plutôt que de réclamer une fortune. Mais son propre enfant souffrait et Mark Delacroix ne s'était jamais senti
aussi impuissant de toute sa vie. Mark est retourné à la caravane après minuit, après avoir passé 4 heures aux urgences avec Lucas. L'abcès avait été drainé et pansé, mais la facture de 847 pesait comme un poids de plomb dans sa poche arrière. Le médecin avait prescrit des antibiotiques plus puissants et des analgésiques, soit 150 $ supplémentaires que Mark avait ajoutés à sa carte de crédit, déjà à son maximum. Rebecca l'attendait dans le salon, plongée dans l'obscurité, éclairée uniquement par la lanterne de camping qu'ils utilisaient depuis la coupure d'électricité. Elle l'avait observé pendant les 3 derniers jours, remarquant ses nuits blanches, ses silences distraits, la façon dont ses mains tremblaient quand il pensait que personne ne le regardait. « Comment va-t-il » demanda-t-elle doucement. « Mieux pour l'instant. » Mark s'affala sur la chaise bancale de la cuisine, en face d'elle. Le docteur a dit que si on avait attendu un jour de plus, il n'aurait pas pu finir sa phrase. S'il avait attendu un jour de plus pour faire soigner Lucas, l'infection aurait pu se propager dans son sang. Son fils aurait pu mourir pendant que Mark se débattait avec sa conscience. Plus de 12 millions de dollars. Rebecca resta silencieuse pendant un long moment, observant son visage à la lueur vacillante de la lanterne. Quand elle finit par parler, sa voix était ferme et décidée. « Je veux que tu nous dénonces. » Mark releva brusquement la tête. « Quoi ? Appelle l'agent Martinez demain. Dis-lui que tu nous as trouvés. Récupère la prime. » Les yeux de Rebecca étaient calmes, presque sereins. « Lucas a besoin de cet argent. Cette ville a besoin de cet argent. Je ne veux pas être responsable de la destruction d'autres vies innocentes. » Ces mots frappèrent Mark comme une gifle. « Tu crois que je vais te trahir pour de l'argent ? Je pense que tu es un homme pragmatique, confronté à une situation impossible. » répondit Rebecca d'une voix calme. « Ton fils a failli mourir ce soir parce que tu n'as pas les moyens de lui offrir des soins médicaux adéquats. Combien de nuits vas-tu encore passer à veiller, à choisir entre la sécurité de mes enfants et la vie de ton enfant ?» Mark se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière. « Tu penses vraiment que je suis ce genre de personne? Après tout ce qu'on a vécu, tu crois que je te trouve pauvre ?» Rebecca finit par perdre son sang-froid. « Je pense que tu es désespéré et effrayé et que tu essaies de te montrer noble dans une situation où la noblesse est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Et tu penses que je devrais simplement te livrer à des gens qui ont assassiné ton mari. Je pense que tu devrais arrêter de prétendre qu'on est pareil. » Rebecca était maintenant debout, la voix qui montait dangereusement. « Je pense que tu devrais arrêter de faire comme si on était dans un conte de fées où l'amour triomphe de tout. Tu vis dans une caravane, Mark. Ton fils dort sur un canapé. On te coupe l'électricité parce que tu ne peux pas payer une facture de 100 $. Je viens d'un monde où les gens dépensent plus pour un déjeuner que ce que tu gagnes en un mois. C'est donc de ça qu'il s'agit. » La voix de Mark était rauque de douleur. « Tu penses que je ne suis pas assez bien pour toi. Je pense que tu es trop bien pour ça. » Rebecca fit un geste brutal en montrant leur environnement. « Tu mérites cet argent. Tu mérites une chance de donner à Lucas une vraie vie au lieu de maman. » La petite voix de Léa se fit entendre. Leur dispute était comme un couteau. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte menant à la chambre, les larmes coulant sur son visage. Derrière elle, Noé et Élise se blottissaient l'un contre l'autre, les yeux écarquillés de terreur. « S'il vous plaît, ne vous disputez pas, » murmura Léa. « S'il vous plaît, ne laissez pas notre famille être détruite à nouveau. » Ces mots frappèrent les deux adultes comme un coup physique. Rebecca s'effondra sur sa chaise, se couvrant le visage de ses mains. Mark s'agenouilla à côté des enfants, sa colère s'évaporant face à leur peur. « On ne détruit rien, mon chéri, » dit-il doucement.
Parfois, les adultes disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils ont peur. « Tu vas nous faire partir ?» demanda Noé, d'une voix à peine audible. Personne ne part. Après avoir réconforté les enfants et les avoir recouchés, Marc et Rebecca s'assirent dans le silence de leur honte commune. Finalement, Rebecca prit la parole. « Je suis désolée. J'ai tellement l'habitude que tout le monde est un prix que j'ai oublié. » Elle essuya ses yeux. « Tu es la première personne, en 2 ans, à nous aider sans rien demander en retour. Et je te remercie en pensant que tu trahiras pour de l'argent. » « J'y ai pensé, » admit Marc doucement. « Que Dieu me vienne en aide. » Je m'assis dans mon camion, avec le numéro du FBI composé, et faillis passer l'appel. Pas parce que je me fiche de toi et des enfants, mais parce que j'avais peur de décevoir Lucas, comme j'avais déçu Claire. Rebecca leva les yeux vers lui avec une nouvelle compréhension. « Tu n'as pas déçu Claire. C'est moi qui l'ai laissé prendre ce boulot dangereux qui payait mieux si j'avais gagné assez d'argent. » Marc. Rebecca se pencha à travers le petit espace qui les séparait et lui prit la main. « Tu n'es pas responsable de ce qui lui est arrivé. Tout comme tu n'es pas responsable de résoudre les problèmes de tout le monde avec de l'argent sale. » Leurs doigts s'entremêlèrent à la lumière de la lanterne et Marc sentit quelque chose changer entre eux, quelque chose de plus profond que la gratitude ou les circonstances. Quand Rebecca se pencha en avant et que leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser hésitant et doux, il avait le goût de l'espoir, de la guérison et de la possibilité d'un avenir qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. Le lendemain de leur confrontation, Marc se réveilla avec une clarté absolue. Les doutes qui l'avaient tourmenté pendant des jours avaient disparu, remplacés par une détermination à toute épreuve qui le surprit par son intensité. Il avait pris sa décision au moment où Léa lui avait chuchoté que leur famille allait être détruite à nouveau. Certaines choses qui les avaient plus de valeur que l'argent. Certaines luttes valaient la peine d'être menées, quelles que soient les chances de réussite. Rebecca était déjà réveillée, assise à la table de la cuisine, avec des documents étalés devant elle. Elle avait sorti des papiers qu'elle avait gardés cachés jusqu'à présent. Quand elle leva les yeux vers Marc, elle vit quelque chose de différent dans son expression. « Tu as pris ta décision ?» demanda-t-elle. Ce n'était pas une question. « Oui, je vais t'aider à dénoncer ces salauds. Peu importe les conséquences. » Le soulagement de Rebecca était palpable. « Marc, tu as pris ta décision. Ce n'était pas une question. »« Oui, tu as pris ta décision, » dit-elle. « Ce n'était pas une question. »« Oui, je vais t'aider à dénoncer ces salauds. Peu importe les conséquences. » Le soulagement de Rebecca était palpable. « Marc, tu ne comprends pas à quoi tu t'attaques. La famille Hamilton a des ressources, et j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. » L'interrompit Marc. « Je n'ai plus rien à perdre, et une très bonne raison de me battre. » Il étudia les documents que Rebecca avait disposés devant lui. Des documents financiers montrant des millions de dollars de pots de vin versés au Congrès. Des rapports environnementaux prouvant que Hamilton Energy avait sciemment empoisonné les nappes phréatiques de 3 comtés. Et le plus accablant de tous, des enregistrements audio de cadres de Hamilton discutant de l'élimination des militants écologistes et des lanceurs d'alerte qui s'étaient trop approchés de la vérité. « Thomas a enregistré ces conversations ?» demanda Marc. Il portait un micro lors des réunions du conseil d'administration pendant 6 mois avant de mourir. Cet enregistrement ici, Rebecca désigna un appareil numérique, contient les ordres directs du PDG de Hamilton d'assassiner Thomas lorsqu'il a refusé de coopérer à la dissimulation. Marc se sentit mal. L'ampleur de la corruption était stupéfiante. Comment Thomas avait-il prévu de transmettre cela
aux autorités. Il bossait avec un journaliste d'investigation à Washington, Jake Morrison, du Washington Post. Thomas lui faisait confiance parce que Morrison avait déjà publié des articles sur la corruption dans les entreprises qui avaient conduit à de véritables poursuites judiciaires. T'as contacté Morrison. Je peux pas prendre ce risque d'ici. Toutes les communications sont probablement sur écoute. La voix de Rebecca baissa. Mais il y a un autre problème. On a besoin d'une confirmation indépendante. Les preuves sont explosives. Mais Morrison ne publiera rien sans confirmation d'une deuxième source. Mark resta silencieux pendant plusieurs minutes. Son esprit formé à la construction réfléchissait à la logistique. Finalement, il leva les yeux avec un sourire fantomatique. Je sais comment cacher les preuves quelque part où ils ne les trouveront jamais. Et je sais comment vous faire sortir de Washington sans éveiller les soupçons. Cet après-midi-là, pendant que Rebecca et les enfants faisaient la sieste, Mark se rendit sur le chantier et emprunta les outils dont il avait besoin. Grâce à ses compétences acquises au cours de ces 20 années passées à construire des fondations, il créa une cachette étanche sous ses remorques, un faux plancher, un espace suffisamment sophistiqué pour protéger les documents de toute découverte, même si les agents fédéraux mettaient l'endroit sans dessus-dessous. Les preuves originales restent cachées ici, par mesure de sécurité, expliqua-t-il à Rebecca alors qu'il scellait soigneusement les documents dans du plastique de qualité construction. Tu emporteras des copies avec toi à Washington. Comment ça? J'emporterai des copies. On fait ça ensemble. Non, je reste ici avec les 4 enfants pendant que tu fais le voyage. Le ton de Mark ne souffrait aucune discussion. Si on disparaît tous les deux, ça va immédiatement éveiller les soupçons. Mais si tu disparais seul, je pourrais dire honnêtement à quiconque me le demandera que tu as laissé les enfants avec moi et que je ne sais pas où tu es allé. Rebecca commença à protester, mais Mark la interrompit. C'est la meilleure solution, Rebecca. Je vais utiliser mon boulot dans le bâtiment comme couverture. Dis à mon patron que j'ai besoin de quelques jours de congé pour gérer une urgence familiale. Ça te laissera le temps de contacter Morrison et de faire publier l'article avant que Hamilton ne se rende compte de ce qui se passe. Et si quelque chose tourne mal, s'il m'attrape, alors les preuves cachées ici deviendront notre police d'assurance. Morrison saura où les trouver, et la vérité finira par sortir de toute façon. Alors qu'ils finalisaient leur plan, Mark ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Un but, pour la première fois depuis la mort de Claire. Il se battait pour quelque chose de plus grand que sa simple survie. Rebecca partirait pour Washington le lendemain matin, emportant avec elle des copies de preuves qui pourraient fort faire tomber l'une des plus puissantes entreprises américaines. La guerre des Détos contre l'Empire. Hamilton était sur le point de commencer. Le plan a changé à la dernière minute. Alors que Rebecca se préparait à partir pour Washington, le chef de chantier de Mark a appelé avec une nouvelle inattendue. Un devis pour un chantier le week-end à Lyon. Un bon cachet pour inspecter les fondations d'un projet de gratte-ciel. Le timing était suffisamment suspect pour constituer une couverture parfaite. C'est moi qui devrais y aller, dit Mark à Rebecca en rangeant ses outils. Si Morrison est surveillé, c'est toi qu'ils chercheront, pas un ouvrier du bâtiment de Pine Ridge. Rebecca était réticente, mais la logique était imparable. Mark pouvait voyager librement, sans éveiller les soupçons, tandis que le moindre mouvement de Rebecca risquait d'attirer l'attention du FBI, ce qu'il ne pouvait pas se permettre. 3 heures plus tard, Mark se retrouva dans le centre-ville de Lyon, la sueur nerveuse imprégnant sa chemise de travail, alors qu'il s'approchait du café
où Jake Morrison avait accepté de le rencontrer. Le journaliste était plus jeune que Mark ne l'avait imaginé, peut-être 40 ans, avec le regard intense de quelqu'un qui avait vu trop de vérité pour être à l'aise. « Thomas Hamilton Morrison m'a contacté il y a 18 mois, dit Morrison à voix basse, en faisant glisser un enregistreur numérique sur la table. Il m'a dit qu'il avait des preuves de corruption systémique qui remontaient jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. 3 semaines plus tard, il était mort. » Mark joua des extraits des fichiers, audio que Rebecca avait copiés, observant l'expression de Morrison passer du scepticisme professionnel à un véritable choc. « Bon sang », murmura Morrison, alors que le PDG de Hamilton discutait. « Solution permanente au problème des lanceurs d'alerte. C'est plus grave que le Watergate. Tu peux le publier? Pas tout seul. J'ai besoin d'une confirmation indépendante de sources fédérales en qui j'ai confiance. Le problème, c'est que Morrison a baissé encore plus la voix. L'agent Martinez n'est pas le seul à être à la solde de Hamilton. Son partenaire, l'agent Ross, reçoit des paiements mensuels depuis 3 ans. La corruption est profondément enracinée dans le bureau. Mark sentit son estomac se nouer. Alors, à qui pouvons-nous faire confiance? J'ai des contacts au bureau local du FBI à Houston, des agents qui enquêtent sur la corruption dans les entreprises de manière indépendante si je peux coordonner leurs efforts. Morrison marqua une pause, calculant combien de temps avant que la localisation de Rebecca ne soit compromise. Je ne sais pas, peut-être quelques jours, peut-être quelques heures. Morrison acquiesça d'un air sombre. La famille Hamilton a déposé hier une demande d'internement psychiatrique d'urgence, affirmant que la disparition de Rebecca prouve qu'elle est un danger pour elle-même et pour ses enfants. Si on la trouve avant qu'on publie l'info, elle disparaîtra dans un établissement privé où personne n'entendra jamais son histoire. Combien de temps il te faut? 72 heures minimum. Je dois vérifier mes sources, coordonner l'opération avec des agents du FBI irréprochables et me préparer à la tempête juridique que cela va déclencher. Morrison rassembla les copies que Mark avait apportées. « Tu peux la cacher aussi longtemps ?» Mark pensa à l'isolement de Pine Ridge, aux voisins qui se mêlaient de leurs affaires, à Madame Patterson, qui n'avait jamais rencontré un secret qu'elle ne pouvait garder. Ouais, on peut faire 72 heures. Une fois que ça va éclater, tout va changer. La famille Hamilton va utiliser toutes les ressources à sa disposition pour discréditer les preuves et détruire tous ceux qui y sont associés. Laisse-les essayer. Morrison regarda Mark avec un nouveau respect. Tu comprends? Tu t'attaques à l'une des familles les plus puissantes d'Amérique. Ils ont tué des gens pour moins que ce que tu fais. Il est grand temps que quelqu'un riposte. En rentrant chez lui dans l'obscurité du Texas, Mark sentit le poids des 3 prochains un jour peser sur lui. 72 heures pour assurer la sécurité de Rebecca et des enfants, pendant que Morrison coordonne ses efforts avec des agents fédéraux honnêtes. 72 heures avant que l'Empire Hamilton apprenne que ses secrets les plus sombres étaient sur le point d'être révélés au monde entier. La partie la plus dangereuse de leur combat ne faisait que commencer. Mark était en train d'apprendre à Noé comment utiliser un niveau lorsque les SUV noirs sont arrivés. 3 véhicules traversaient Pine Ridge comme des requins dans des eaux peu profondes, leurs vitres teintées reflétant le soleil de fin d'après-midi. Mark sentit son sang se glacer lorsqu'il reconnut l'agent Martinez sortir du premier véhicule. Son expression était sérieuse. « Rebecca, emmène les enfants dans le bunker immédiatement, » dit-il à voix basse, sans quitter des yeux les agents qui s'approchaient. Le bunker, un abri en béton armé que Mark avait construit sous la zone de stockage du matériel du chantier, était leur plan d'urgence. Caché sous des plaques d'acier
et camouflé par des matériaux de construction. Il pouvait accueillir 5 personnes pendant plusieurs jours si nécessaire. Rebecca ne discuta pas. En moins de 60 secondes, elle et les enfants avaient disparu par la porte arrière de la caravane en direction du chantier. À une centaine de mètres de là, l'agent Martinez frappa à la porte avec une politesse feinte. « Monsieur Delacroix, nous avons un mandat pour perquisitionner ces lieux. » Marc ouvrit la porte, l'air soigneusement neutre. « Pourquoi ? Pour avoir caché des fugitifs. Obstruction à la justice. » L'agent Ross le bouscula et se mit à fouiller les placards avec un enthousiasme agressif. « Nous avons reçu un appel anonyme indiquant que Rebecca Hamilton Morrison et ses enfants avaient été vus dans ce quartier. » « Un appel anonyme de qui ? C'est une information confidentielle, » répondit Martinez, mais ses yeux scrutaient la remorque avec une intensité prédatrice. « Où sont-ils, Marc ? Où sont qui ?» Ross renversa la table de la cuisine, faisant tomber les quelques assiettes de Marc sur le sol. « Ne fais pas l'idiot avec nous, Delacroix. On sait qu'ils sont ici. Tu peux regarder partout. Comme tu peux le voir, ce n'est pas vraiment grand. » Pendant 30 minutes, l'agent fouilla avec un désespoir croissant. Martinez conserva son apparence professionnelle, mais Ross devint plus violent, déchirant les coussins et jetant les jouets de Lucas à travers la pièce, cachée dans le bunker sous le chantier. Léa tenait la tablette que Marc lui avait achetée, dont la caméra enregistrait tout à travers un minuscule périscope que Marc avait installé. Ses petites mains tremblaient alors qu'elle filmait Ross sortant pour prendre un appel téléphonique. « Oui, c'est moi, » dit Ross, ignorant qu'il était filmé. « Ils ne sont pas là, mais Delacroix sait quelque chose. »« Quoi ? 12 millions à 3 ? Martinez, toi et moi, je me fiche de ce qu'on devra faire aux enfants. C'est notre retraite. » Léa écarquilla les yeux en enregistrant chaque mot accablant. De retour dans la caravane, le téléphone de Marc vibra, signalant une alerte info, puis une autre, et encore une autre. La radio de Martinez grésilla. « Agent Martinez, présentez-vous immédiatement au superviseur de terrain. Une situation d'urgence est en train de se développer. »« Quel genre d'urgence ?» demanda-t-elle. Mais Marc était déjà en train d'ouvrir le navigateur de son téléphone. Le titre du Washington Post s'affichait en gros caractères sur l'écran. L'empire énergétique, Hamilton bâti sur le meurtre et la corruption. En dessous, CNN, des agents du FBI accusés d'avoir accepté des pots de vin pour couvrir des meurtres commis par des entreprises. Et Fox News révèle un enregistrement dans lequel le PDG ordonne l'assassinat d'un lanceur d'alerte. Martinez fixait le téléphone de Marc avec horreur, tandis que son propre appareil se mettait à sonner sans discontinuer. Ross fit irruption dans la caravane, le visage pâle de panique. « On doit partir maintenant. »« Pourquoi ? C'est fini, Martinez. Ils ont tout. » Dehors, Marc pouvait voir d'autres véhicules approcher. Mais ceux-ci étaient des véhicules du FBI provenant du bureau de Houston. À travers sa fenêtre, il regardait les agents fédéraux, honnêtes, encercler l'équipe compromise. Agent Sarah Martinez appela une voix à travers un mégaphone. « Vous êtes en état d'arrestation pour avoir accepté des pots de vin et pour complicité de meurtre. » Alors que Martinez était emmené menotté, Marc utilisa sa radio de chantier pour donner le signal à tout le monde. Quelques minutes plus tard, Rebecca sortit du bunker avec les enfants, qui n'étaient plus des fugitifs, mais des héros qui avaient dévoilé l'un des plus grands scandales de corruption de l'histoire américaine. Léa lui tendit la tablette avec un sourire fier. « J'ai tout, monsieur Marc. Chaque mot. La guerre contre l'Empire mais Hamilton était enfin terminée. L'effondrement de l'Empire Hamilton se déroula à une vitesse vertigineuse.
En moins de 12 heures après la révélation de Morrison, le cours de l'action Hamilton Energy Corp. A chuté de 90%. Des audiences d'urgence au Congrès ont été annoncées. Le procureur général a demandé la nomination d'un procureur spécial. Et plus satisfaisant encore, Rebecca a regardé depuis la caravane de Mark la famille de son défunt mari se faire arrêter un par un en direct à la télévision. La PDG Margaret Hamilton a été placée en garde à vue pour complot en vue de commettre un meurtre, a rapporté le présentateur de CNN, alors que les caméras filmaient la matriarche de la famille menottée sortir de son penthouse de Park Avenue. Selon des sources du FBI, ce n'est que le début de ce qui pourrait être la plus grande affaire de corruption d'entreprise de l'histoire des États-Unis. Les enfants se sont regroupés autour de la petite télévision que Mark avait réussi à acheter avec sa dernière avance sur sa carte de crédit, leur visage reflétant un mélange de soulagement et d'incrédulité. Pour Léa, Noé et Élise, c'était la première fois depuis des mois qu'ils pouvaient regarder les informations sans voir leur propre visage qualifié d'enlevé ou de disparu. Ça veut dire qu'on n'aura plus à se cacher, demanda Élise en grimpant sur les genoux de Rebecca. Oui, ma chérie, on est en sécurité maintenant. Le téléphone de Mark n'avait pas cessé de sonner, avec des appels de journalistes, d'agents du FBI et d'avocats. L'équipe juridique de Rebecca, composée de vrais avocats et non de marionnettes de la famille Hamilton, confirma ce qu'ils espéraient. La corruption ayant été révélée, son internement psychiatrique avait été annulé. Son héritage de 450 millions de dollars était légalement garanti et, plus important encore, elle avait obtenu la garde exclusive de ses enfants. Mais l'appel le plus significatif venait de Jake Morrison. Mark, le ministère de la Justice tient à te remercier personnellement. Le journaliste a déclaré « Vos preuves vont permettre de condamner 3 sénateurs, une douzaine de dirigeants d'entreprise et la moitié du bureau local du FBI à Houston. Il parle d'une médaille d'or du Congrès. Je ne veux pas de médaille, répondit Mark. Je veux juste que les responsables de la mort de Thomas payent. Ils le feront. Margaret Hamilton risque la prison à vie. L'agent Martinez a changé de camp et témoigne contre toutes les personnes impliquées. C'est plus grave qu'on le pensait. Hamilton Energy était en gros une organisation criminelle protégée par le gouvernement. Ce soir-là, alors que les enfants dormaient paisiblement pour la première fois depuis des semaines, Rebecca et Mark étaient assis sur le petit porche devant la maison, regardant le coucher de soleil peindre le ciel texan de nuances dorées et cramoisies. « J'ai une proposition à te faire, » dit Rebecca doucement. Mark se raidit, soudain conscient des énormes différences entre leur monde que le succès n'avait pas effacé. « Rebecca, si c'est une question d'argent, c'est une question de partenariat. » Elle se tourna vers lui. « Je veux construire quelque chose d'éthique à partir des ruines de Hamilton Energy, de la croix Hamilton, les énergies renouvelables, les technologies propres, les salaires équitables, la restauration de l'environnement. Mais je veux le faire avec toi comme partenaire, à part entière. Je ne sais rien de la gestion d'une entreprise. Toi, tu sais ce que c'est que l'intégrité sous pression. Tu sais comment protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Tu sais comment faire des choix impossibles pour les bonnes raisons. » La voix de Rebecca était ferme et sûre. Ce sont les compétences les plus rares chez les cadres en Amérique, Mark. Tout le reste peut s'apprendre. Mark la fixa du regard, submergé par l'ampleur de ce qu'elle lui offrait. Tu parles de milliards de dollars. Je parle d'utiliser ces milliards pour construire quelque chose dont Thomas aurait été fier. Quelque chose qui honore sa mémoire, en faisant tout ce que la famille Hamilton n'a jamais fait.
dire la vérité, protéger les travailleurs, servir les communautés au lieu de les exploiter. Mark regarda les modestes maisons de Pine Ridge en pensant aux factures médicales de Madame Patterson, à la vie de saisie immobilière des Henderson, à l'hôpital qui fermait faute de financement, au siège social de l'entreprise, dit-il lentement. Il serait quête ici, à Pine Ridge. Rebecca sourit, ou d'autres. Cette ville a sauvé la vie de ma famille. Il est temps de rendre l'appareil. Comme s'il avait entendu, Lucas apparut dans l'embrasure de la porte, se frottant les yeux pour se réveiller. « Papa, la gentille dame et ses enfants vont rester avec nous pour toujours ?» Mark et Rebecca échangèrent un regard plein d'espoir et de possibilités. « Oui, mon grand, » dit Mark doucement. « Je pense que oui. » 6 mois plus tard, la petite église méthodiste de Pine Ridge n'avait pas connu une telle effervescence depuis la fondation de la ville. Des rubans blancs ornaient les bancs en chêne et des fleurs sauvages de la campagne texane remplissaient des bocaux en verre posés sur les rebords des fenêtres. Toute la communauté s'était déplacée pour le mariage de Mark Delacroix et Rebecca Hamilton Morrison, le couple dont l'histoire d'amour avait captivé non seulement leur petite ville, mais aussi tout le pays. Mark se tenait devant l'autel dans un simple costume noir, sa main calleuse ferme pour la première fois depuis des années. À ses côtés, Lucas rayonnait dans son rôle de porteur d'alliance, tenant fièrement les anneaux qu'ils avaient choisis ensemble. Le garçon avait insisté pour porter les vieilles bottes de chantier de son père sous son pantalon de cérémonie. Une attention qui avait fait monter les larmes aux yeux de Mark de fierté. Les portes de l'église s'ouvrirent et Rebecca apparut dans une robe ivoire fluide, élégante mais pas ostentatoire, un choix qui reflétait la femme qu'elle était devenue plutôt que la fille qu'elle était née pour être. Léa marchait à ses côtés en tant que demoiselle d'honneur, son jeune visage rayonnant de la joie d'une enfant qui avait enfin trouvé la stabilité. Noé et Élise dispersaient des pétales de rose avec une concentration solennelle, leurs tenues assorties, les faisant ressembler aux frères et sœurs qu'ils étaient devenus. Madame Patterson, resplendissante dans sa plus belle robe du dimanche et faisant office de dame d'honneur, essuya ses yeux avec un mouchoir. Cette femme âgée, qui comptait autrefois chaque centime pour payer ses médicaments contre le diabète, avait désormais un emploi à temps plein en tant que responsable administrative chez Delacroix Hamilton Renewable Energy, avec des avantages sociaux qui lui avaient littéralement sauvé la vie. La cérémonie était célébrée par le pasteur Williams, qui connaissait Mark depuis son enfance et l'avait vu se battre pendant les années les plus sombres qui avaient suivi la mort de Claire. Sa voix était empreinte de la chaleur d'une affection sincère lorsqu'il parlait de l'amour qui naît des épreuves partagées et du miracle d'une seconde chance. « Mark et Rebecca, dit le pasteur, votre amour n'est pas né dans le confort, mais dans le courage, non pas dans la richesse, mais dans la volonté de se sacrifier pour les autres. Puisse-t-il continuer à être fondé sur ces mêmes vertus. » Lorsqu'ils ont échangé leurs vœux, la voix de Mark était ferme et assurée. « Rebecca, tu m'as appris que certaines choses valent plus que l'argent. Tu m'as montré que l'amour ne se mesure pas à ce qu'on peut se donner, mais à ce qu'on est prêt à risquer pour l'autre. » La réponse de Rebecca a fait pleurer la moitié de l'assemblée. « Mark, tu as sauvé la vie de mes enfants, alors que tu avais toutes les raisons de te sauver toi-même. Tu as prouvé que les trésors les plus précieux de la vie ne s'achètent pas. Ils se gagnent par l'intégrité, la compassion et la foi. Tu as prouvé que les trésors les plus précieux de la vie ne s'achètent pas. Ils se gagnent par l'intégrité, la compassion et la foi. » La réception a eu lieu, Yoshio sur la place du village,
où Delacroix Hamilton Renewable Energy avait construit un magnifique centre communautaire. La transformation de Pine Ridge par l'entreprise avait été rien de moins qu'un miracle. Les anciens bâtiments de Hamilton Energy avaient été transformés en une usine de fabrication de panneaux solaires à la pointe de la technologie qui employait 300 personnes à des salaires leur permettant d'élever leur famille dans la dignité. L'hôpital qui avait fermé avait été rouvert et agrandi. L'école en difficulté disposait désormais de nouveaux ordinateurs, d'un programme musical restauré et de bourses universitaires pour tous les diplômés. À la fin de la soirée, Mark et Rebecca se sont éclipsés de la célébration pour faire une balade tranquille en voiture. Ils se sont rendus dans un petit cimetière à l'extérieur d'Avignon, où Claire Delacroix reposait sous une simple pierre tombale en granit que Mark n'avait jamais eu les moyens de remplacer jusqu'à présent. Le nouveau mémorial était élégant mais discret, en granit poli avec des fleurs fraîches et un petit banc où les visiteurs pouvaient s'asseoir et se souvenir. Rebecca avait insisté pour le payer, mais elle avait laissé Mark choisir chaque détail, comprenant que c'était son cadeau à la mémoire de sa première femme. « Claire », dit Mark doucement, son bras autour des épaules de Rebecca, alors qu'ils se tenaient ensemble dans la pénombre grandissante. « Je veux te présenter Rebecca et ses enfants. Ils font partie de notre famille maintenant. Je pense que tu les aimerais. Ils sont courageux, drôles et gentils, tout comme tu l'étais. » Rebecca posa doucement sa main sur la pierre tombale. « Merci d'avoir élevé un homme aussi bon, » murmura-t-elle. « J'ai promis de prendre soin de lui et de l'éduquer comme tu l'aurais fait. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Rebecca se tourna vers Mark avec un sourire qui cachait un secret. « J'ai quelque chose à te dire. »« Quoi ? » ?»« On va avoir besoin d'une maison plus grande. » Elle posa sa main sur son ventre encore plat. Delacroix Hamilton Renewable Energy s'apprêtait à accueillir son plus jeune employé dans environ 8 mois. Le visage de Mark s'illumina d'émerveillement et de joie lorsqu'il la serra contre lui. Derrière eux, la tombe de Claire reposait paisiblement dans le soir texan, tandis qu'à l'avant s'étendait un avenir prometteur. La récompense de 12 millions de dollars était depuis longtemps oubliée. Au final, il avait vaincu la corruption, transformé une communauté et découvert que les plus grandes richesses de la vie ne se mesurent pas en dollars, mais uniquement au rire des enfants, à la chaleur de la famille et à la certitude que certaines batailles valent la peine d'être menées. Dénonceriez-vous ce secret à la police pour sauver votre famille? Écrivez vos commentaires ci-dessous. Quelle serait votre décision?